Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille Justice Enfance numéro 122 sur RLP avec aujourd'hui la suite de l'entretien avec monsieur Frédéric Benahi, cadre dans l'aide sociale à l'enfance et formateur en IRTS depuis plus de 20 ans, auteur et avec qui nous parlerons donc de protection de l'enfance. Mais tout d'abord, quelques actualités, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Sophie, le sujet est grave bien sûr et les chiffres sont hallucinants. Ah oui, et vous l'avez dit, le Royaume-Uni risque de ne pas s'en remettre. Le pays est en train de démanteler de très vastes réseaux de pédophilie qui ont sévi entre les années 70 et 90 et qui impliqueraient plus de 1400 hommes, dont 261 de ce qu'on appelle ici des high profile, des personnalités en vue. Le pays se demande encore pourquoi il a fermé les yeux sur ces scandales d'une telle ampleur. Alors les chiffres, vous l'avez dit, donnent le tournis. Plus de 100 000 enfants auraient été abusés, dont Nick, aujourd'hui la quarantaine, et dont nous ne connaissons pas le nom de famille. Alors il a témoigné en décembre dernier et il a affirmé que son père, qui l'abusait régulièrement, l'avait livré en pâture comme esclave sexuel à un groupe de parlementaires et que comme lui, 15 à 20 autres garçons auraient été concernés. Mais bien d'autres affaires sont en train de remonter à la surface et la police ne cesse de recueillir des nouvelles plaintes sur ces 1433 suspects. Très exactement, 216 sont morts, mais il resterait 76 politiciens, 43 personnes de l'industrie musicale, 135 personnes travaillant à la télévision, la radio ou dans l'industrie du film et 7 dans le monde du sport. Bref, ce scandale intervient dans la foulée de l'affaire qu'on a appelée Jimmy Savile, du nom du présentateur vedette, d'un des présentateurs vedettes de la BBC, dont on a appris après sa mort intervenue en 2011, qu'il avait abusé de centaines d'enfants sans jamais avoir été inquiété. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors ça c'est hallucinant, je vais sortir du plan mais je vais quand même mettre le doigt et appuyer sur ce que vous venez de dire parce que l'institution, que ce soit on va dire les gens qui s'occupent d'informations préoccupantes, qui font les enquêtes, les juges d'affaires familiales, les juges des enfants en fait s'attaquent de manière massive aux droits parentaux, créent des sociétés de familles monoparentales féminines avec des mères isolées et après dès qu'on se rapproche, nous, du terrain, des éducateurs comme vous qui sont en AEMO, des gens des points rencontres, des psychologues, ils nous disent tous c'est une erreur fondamentale, on le paye à l'adolescence, on endommage l'enfant parce qu'on le coupe de ses parents. C'est quand même impressionnant de voir que plus on s'éloigne du terrain, et plus en fait on s'éloigne des réalités. Oui, mais parce que en fait tout ça découle d'une espèce de culture qui dit pas son nom, où effectivement, par exemple, si on prend un extrait d'acte de naissance, c'est intéressant sur les extraits d'acte de naissance, la mère n'a pas à reconnaître son enfant. C'est-à-dire que c'est l'officier d'état civil qui dit cet enfant est sorti du corps de cette personne. Mmh. Donc on a toujours la filiation établie côté maternel, sauf exception, l'accouchement au secret. Mais sinon, on a toujours la filiation établie du côté maternel. Et après, je pense qu'il y a une paresse ou un manque de temps ou un manque de connaissances au niveau du droit de la famille, parce qu'il y a un vrai problème de connaissance au niveau du droit de la famille chez beaucoup de travailleurs sociaux. Hein. La protection de l'enfance est un tout petit milieu socio-éducatif et il faut effectivement que les cadres, comme moi, arrivent à systématiser l'interpellation des pères pour pouvoir en dire quelque chose à l'enfant. C'est-à-dire qu'un père qui est absent devient un père imaginaire pour l'enfant. À partir du moment où l'enfant a un père imaginaire, il en fait ce qu'il veut. On en parlait avec d'autres invités, le fait de couper le lien parental fait qu'on arrive à une figure parentale soit idéalisée, soit dénigrée, mais elle devient imaginaire. Elle est imaginaire et elle est souvent inquiétante parce que le seul discours qui a été porté, c'est le discours et des parents, de la mère, en l'occurrence, souvent repris par les institutions. Ah, si elle dénigre en plus, oui. Oui, bien sûr. Si elle dénigre... Ton père était violent, ton père était fou, ton père était ceci, ton père était un voleur. Et vous avez des enfants qui, à 12 ans, en fait, quand vous verbalisez, on le fait à leur place, la question qui se pose, elle est toute simple. C'est qu'est-ce que je porte de mon père? Est-ce que moi aussi, je serai un homme violent? Est-ce que moi aussi, je vais devenir comme mon père? Et en fait, cette question, elle devient complètement obsédante pour les enfants, à tel point... Et si tout le monde me dit ça durant un an, est-ce que finalement, c'est pas vrai? Et oui, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai. C'est-à-dire que vous avez, comme le père est imaginaire, en fait, moi, j'ai vu des enfants de 13 ans, 14 ans commettre des actes de délinquance
en disant mais de toute façon, moi je vais finir comme papa. Qui à 13-14 ans, effectivement, avait construit le père imaginaire, notamment qui a été abondé par le discours des travailleurs sociaux, le discours de votre parent, le discours de la famille de votre parent, et qui provoquait des actes de délinquance pour déjà aller voir ce que ça faisait. Pourquoi papa est comme ça? Puis finalement, peut-être que c'est bien d'être dans la délinquance. Et avec cette question qui revient souvent, qu'est-ce que je porte de mon père? C'est-à-dire, sous-entendu, est-ce que génétiquement, je suis construit comme lui? Parce que, en plus, à l'adolescence, vous avez un certain nombre de parents, de femmes, qui peuvent regarder l'enfant avec des craintes quant à son devenir par rapport au père. Ce sont des craintes imaginaires, hein, mais qui sont des craintes qui ne sont jamais parlées, qui ne sont jamais posées. Donc, moi, j'ai été amené plusieurs fois, un nombre de fois même conséquent dans ma carrière, à expliquer à un enfant, par exemple, que la violence n'était pas génétique. Parce que lui tenait ce discours-là. De toute façon, je vais finir comme ça. Et tant qu'on laisse cette place au père imaginaire, c'est-à-dire tant qu'on la déconstruit pas, tant qu'on renvoie pas, c'est-à-dire un père qui n'est pas aux côtés de son enfant doit pouvoir être parlé, doit pouvoir exister ailleurs que dans le discours de l'autre parent, si le discours de l'autre parent n'est pas suffisamment bienveillant. Vous avez beaucoup de mères qui s'attachent effectivement à ne jamais porter accusation, être dénigrant avec leur conjoint. Mais à côté de ça, vous avez aussi un certain nombre de mères ou de pères. Hein, on a ça des deux côtés, on trouve ça aussi du côté de Oui, statistiquement, ce sont les hommes. Nous avons 45% de rupture de lien parental après les divorces qui concernent le père, mais nous avons également 15% qui concernent la mère. Donc statistiquement, effectivement, ça penche un peu, mais les deux parents sont susceptibles d'être concernés par ce problème-là qui est aussi endommageant dans un cas que dans l'autre, en fait. Donc vous avez raison, il ne faut pas l'oublier, et puis les deux parents sont concernés. Il faut privilégier les liens parentaux. Oui, et puis il faut privilégier l'histoire du parent absent, c'est-à-dire permettre à l'enfant que ce parent ne soit plus un parent imaginaire, mais un parent qui existe. Pour qu'il existe, il faut lui en parler de façon assez tranquille. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement un père qui avait telle difficulté, mais les difficultés du père n'ont aucun lien justement avec le lien. C'est-à-dire qu'on peut être un braqueur de banque et aimer son enfant. Ou parfois, on peut être quelqu'un de très bien, mais on empêche, on est bloqué, on n'a pas accès à l'enfant parce que les plaintes pour NRE ne sont pas instruites, parce que la mère déménage à des centaines de kilomètres, parce qu'on est victime de fausses accusations. Des fois, vous savez, on peut être quelqu'un de très bien, on ne peut ne rien avoir fait de mal et ne pas avoir accès à son enfant. Oui, non, mais ça, c'est parce que c'est à des moments où, effectivement, en plus, généralement, l'enfant devient l'enjeu d'un conflit d'adultes. C'est-à-dire que l'enfant devient une espèce de monnaie d'échange, de chantage. De moyens de pression sur l'autre, de faire mal, et un truc à gagner. Oui. Avec de plus en plus cette présomption de culpabilité chez le père. Je vais appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a aussi ce phénomène-là où, de toute façon, ce qui est dit est vrai. C'est-à-dire qu'un père, qui devrait être systématique, c'est-à-dire une réelle instruction par les services qui sont dépositaires des plaintes. Alors, il y a eu deux mouvements. Hein. Il y a eu à la fois, effectivement, ce qui peut être lié, qui est très important, au développement du droit des femmes et à la lutte contre la violence pour les femmes. Mais parfois, en fait, on va avoir ce type d'accusations portées qui vont être prises pour argent comptant. Il y a des fois, c'est vrai. Voilà. Est-ce que vous, en tant que professionnel, vous avez été confronté à ce qu'on appelle l'aliénation parentale? L'aliénation parentale? Oui, le syndrome du SAP, c'est-à-dire en fait un enfant qui est monté contre l'autre parent par l'un de ses parents et donc qui se retourne contre un parent aimant et qui va porter des accusations de plus en plus délirantes en fait. Et puis à la fin, ça peut se terminer en rupture totale. Tu sais pourquoi, mais non, on ne sait pas pourquoi. Mais le lien est cassé parce que l'un des parents a monté l'enfant contre l'autre. On appelle ça aliénation parentale. Alors il y a un grand mouvement en France, il y a des spécialistes qui disent que ça n'existe pas. Le docteur Ben Soussan, lui, dit que ça existe. Beaucoup d'intervenants qui sont venus ici me disent toute personne qui a été éducateur ou juge des enfants ne peut pas dénier le fait qu'un parent peut essayer de monter l'enfant contre l'autre. Mais vous, en tant que professionnel, est-ce que vous avez été confronté à ça? Alors, c'est un phénomène que nous voyons. D'accord. C'est pas que le monde a la main.
Donc, C'est-à-dire qu'à partir du moment où... c'est pas un épiphénomène, quand les parents s'entendent pas, vous le voyez assez couramment. Mais oui, oui, avec, si vous voulez, en plus, on est passé numérique, donc nous, on ramène, moi je peux voir, des SMS, des vidéos, donc des SMS qui sont entre parents, avec des parents qui vous montrent les SMS aux enfants. Après, vous avez aussi effectivement des parents. En fait, ce qui se passe dans le cadre de ces séparations, c'est que l'autre parent fait croire à l'enfant que c'est le seul en capacité de le protéger, de l'autre parent. Donc effectivement, va se créer toute une histoire un peu fantasmagorique autour de il aurait pu se passer ça, il aurait pu se passer ça. Et puis regarde. Et en fait, pour ne pas décevoir l'autre parent, la mère en l'occurrence, l'enfant va s'approprier des éléments de narration et va les restituer comme tels au stade. C'est pour ça que pour les travailleurs sociaux, il faut prendre ce temps d'essayer de comprendre en fait qui fait qu'à un moment, un enfant vient déposer des choses. Il y a des choses, et ça, c'est pas un sociologue qui travaille ces questions-là, en fonction de l'âge de l'enfant, un enfant ne peut pas dire telle ou telle chose. C'est-à-dire qu'on entend de toute façon un discours d'adulte. Et ça, il faut qu'on prenne aussi l'habitude de reprendre avec le parent pour lui dire, voilà, ce que je viens d'entendre ne correspond absolument pas à l'âge de votre enfant. Une pensée qui est très élaborée, très construite. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire vous? C'est-à-dire aussi, la question, ça va être comment on va permettre à l'enfant de faire un pas de côté pour effectivement lui-même réinterroger un discours auquel il croit très fort. Et là où je vous rejoins, c'est que vous avez toujours, à un moment, c'est ce qu'on a les adolescents, des phénomènes de rejet massif de votre parent, avec des enfants qui disent « mais moi je ne veux plus venir avec lui, je ne veux plus le voir, il n'est pas question ». RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Je reviens là très rapidement sur l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est aussi l'obligation de se donner aux besoins de ses enfants. Donc, c'est une pension alimentaire. Donc, cette pension alimentaire, il faut aussi pouvoir lui donner un sens au niveau de lui. C'est-à-dire expliquer que la somme que l'autre parent verse lui est destinée et lui est destinée dans son intérêt. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour les services de protection de l'enfance d'arriver à dégager un enfant quand pendant 4-5 ans, effectivement, il a eu un discours erroné, un destin complètement falsifié de l'autre, et l'enfant, lui, il se protège et il passe en alliance avec le parent. Et ça, si vous voulez, nous, il y a un point où on n'arrive pas à sortir de ça. C'est-à-dire que l'enfant s'est construit avec ça. Déconstruire ce qui s'est mis en place devient très complexe parce que, effectivement, l'enfant s'est rallié à l'opposition. Donc, réintroduire, c'est pour ça que les fois on y arrive, on fait de façon très progressive au travers de rencontres, on sécurise l'enfant, ou bien puisse se remettre en place. Mais c'est quelque chose qui est très difficile pour nous à déconstruire. Nous avons des juges des enfants, je ne citerai pas le tribunal, mais j'ai quand même plusieurs dossiers qui passent et autres, qui se reposent uniquement sur la parole de l'enfant et qui vont dire, par exemple, un enfant de 9, 10, 11 ans, on va faire des points rencontres et autres, mais c'est l'enfant qui va décider si jamais il souhaite revoir son parent ou pas. Et l'enfant reste avec le parent aliénant. Et en fait, si vous voulez, il n'y a pas de protection du lien. Et en mesure d'AEMO, les éducateurs ne peuvent rien faire puisqu'il y a une décision qui a été faite et que c'est l'enfant qui est censé dire. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? Alors ça aussi, ça fait partie des erreurs fondamentales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un enfant de décider. Je travaille en protection de l'enfance, la parole de l'enfant est effectivement quelque chose que prend en considération. Oui, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, oui. Voilà. Et en fait, ça a été un moment sacralisé. C'est-à-dire que la parole de l'enfant a été de façon systématique prise comme un acte qui aurait une vérité essentielle sur laquelle il faut réfléchir. Demander à un enfant de 7-8 ans s'il veut voir ou pas son père, c'est majoritairement des pères, c'est fabriquer de la toute-puissance chez l'enfant. C'est-à-dire que c'est aussi inverser les places. Je reviens sur l'autorité parentale, c'est le parent qui décide de l'enfant et pas l'inverse. Et c'est-à-dire qu'on demande tout d'un coup à des enfants qui n'ont pas eu le temps d'élaborer, ils font ce qu'ils veulent quand ils sont vieux, mais lui demander, c'est le mettre dans une position intenable. C'est-à-dire, je fais plaisir à maman en n'allant pas à la visite, ou finalement, je tente l'expérience de comprendre ce qui s'est passé
pour mon père. Bon, en tout cas, et ça, moi, je m'y oppose dans mon travail quotidien, mettre l'enfant en position de décider, c'est déjà fabriquer un adulte qui va avoir un problème avec la loi et les limites. L'enfant n'est pas là pour dire. Ça peut vous paraître assez dur, la façon dont je le dis, mais c'est le mettre dans une position qui n'est plus la sienne. C'est-à-dire que c'est le même niveau que les adultes qui décident. C'est mettre en danger en plus, parce qu'il est Et ça, influençable. c'est une À 10-11 ans, on est influençable, donc on le met aussi dans une position où il peut être victime de pression. Oui, il peut être victime de pression, ça on en est sûr, et ce que je voudrais que les gens entendent, c'est que c'est inconcevable. Est-ce que vous auriez demandé à votre enfant qu'il faut plutôt vous ouvrir à vous un livret A ou mettre un plan d'action? Non, il y a des questions qui appartiennent aux adultes où l'enfant, finalement, n'a pas les capacités, de toute façon, pour se positionner, de toute façon, vient répondre à une injonction. Souvent, une injonction parentale du côté de l'autre parent. Ton papa est dangereux, c'est pour ça que tu vois des visites médiatisées, parce que tu ne peux pas le voir tout seul. Ce serait trop dangereux pour toi. Et effectivement, on revient à ce qu'on disait avant, à savoir que l'enfant va adhérer à la proposition qui lui est faite, puisque c'est le parent avec lequel il vit de façon quotidienne. Par contre, moi, je mets quand même vraiment en garde toutes les personnes qui mettent ça en scène, parce que nous, en protection de l'enfance, on se retrouve avec des parents qui viennent nous voir à 13-14 ans en nous disant « je sais plus quoi faire de mon gamin, il m'écoute plus, il fait ce qu'il veut ». Bah oui, mais vous lui avez dit de faire ce qu'il voulait. Et c'est la vraie question, c'est-à-dire que c'est une question qu'il faut absolument qu'on arrive à débattre. C'est quelle limite on donne à un enfant dans ce qu'on appelle la capacité de discernement. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Frédéric Benahi sur RLP, nous parlons travail social aujourd'hui, nous parlons de lien parental, nous parlons de parentalité, d'AEMO, etc. Vous m'aviez expliqué, on va revenir dessus, qu'il y a un principe de neutralité à l'égard des parents dans les services qui viennent s'occuper du suivi des enfants. Alors, quand on entend beaucoup de gens qui se plaignent d'ingérence, d'intrusion et autres, que signifie ce principe de neutralité ? Alors, le principe de neutralité, je l'ai nommé comme tel, c'est-à-dire que, effectivement, alors il faut aussi avoir en tête l'histoire de ces professions. Puis pour les assistantes sociales, c'est quand même une histoire qui est très liée aux faits religieux, au fait d'aller expliquer à l'autre les bonnes mœurs. Les assistantes sociales, au départ, allaient à la rencontre des populations pauvres pour travailler autour des consommations d'alcool, autour des maladies et de la santé. Et les éducateurs, la profession s'est construite autour de la rééducation, et notamment de l'enfance délinquante. Et on a encore ce travers, c'est-à-dire que on serait là pour donner bonne route aux parents. Quand je parle de principe de neutralité, c'est que l'objet de travail de la protection de l'enfance, c'est l'enfant. C'est-à-dire que effectivement, on va avoir deux discours, mais on n'est pas là pour porter un discours. Je donne un exemple très concret. Un service sur lequel j'ai travaillé, je suis arrivé et les travailleurs sociaux aidaient les maires à demander l'aide juridictionnelle, à monter les dossiers pour le JAF. J'ai dû expliquer à maintes reprises qu'on ne pouvait pas être jugé par. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a accompagné dans les démarches JAF un des parents, il fallait pas qu'on s'étonne de perdre l'autre. Ben oui. Parce qu'en plus, au juge des enfants, c'est pareil. Et puis, le juge des enfants n'écoute que les travailleurs sociaux. Et si on prend parti pour l'un des deux parents, il n'y a plus de contradictoire, c'est fini, quoi. Exactement. Et en fait, par exemple, moi, j'ai demandé que systématiquement, que ce soit le père ou la mère, soit orienté vers des points d'accès au droit. C'est-à-dire que cette question-là du traitement de la séparation au niveau juridique ne soit plus prise en charge pour les travailleurs sociaux, pour qu'effectivement, ils puissent recevoir de la même façon, père et mère, quels que soient les griefs qui pouvaient être portés. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait encore pas bien faire. Non, mais on ne sait pas le faire du tout. On ne sait pas le faire du tout. Moi, je vois dans notre département à nous, on dépense 7 à 8 millions d'euros par an pour sponsoriser des associations 1901 avec délégation de services d'État. Elles font du soutien, mais elles ne font que du soutien féminin. Je veux dire, en situation d'intervention et autres, personne ne va aller parler avec le père, absolument personne. Ils vont intervenir, prendre la maman, les enfants, les mettre ici ou là, ils vont rien vérifier du tout, mais
absolument personne n'ira parler au père. C'est pour ça qu'on fait des permanences d'ailleurs, hein. Et ça, c'est pas que chez nous. Oui, hein. oui, non, mais on en revient à notre échange. Effectivement, moi je le redis, on est bien. En fait, c'est un couple parental, hein, qu'il soit hétéro ou homo, c'est un couple parental. Donc il faut qu'on puisse s'adresser et qu'on s'efforce de s'adresser aux deux et qu'on s'efforce de s'adresser aux deux de la même manière. C'est pour ça que moi je demande beaucoup à la sociaux de travailler sur l'empathie, c'est-à-dire de ne pas arriver avec leur conception morale des choses, mais bien d'essayer de comprendre quels sont les codes de référence du parent pour essayer de comprendre effectivement comment les choses se mettent en place au niveau de la parentalité. Là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il y a une majorité de mesures, de toute façon, où le père n'est jamais interpellé. Donc, de fait, ça incombe à la responsabilité des professionnels encadrants de rappeler aux travailleurs sociaux et éventuellement aux administrations que l'autorité parentale veut que nous recherchions les deux parents. On avait avant quelque chose qui était intéressant, qui n'existe plus, qui s'appelait la recherche dans l'intérêt des familles, qui a été abandonnée, où effectivement on allait rechercher, c'est-à-dire sans forcément informer l'enfant, mais permettre à un père qui souhaitait intervenir dans la vie de son enfant de le faire. La question qui lui était posée d'ailleurs était celle-là, est-ce que vous souhaitez avoir des liens avec votre enfant ? Donc oui, les travailleurs sociaux, c'est toute une histoire avec des positions qui sont parfois effectivement dogmatiques. C'est-à-dire que sous couvert de protection, on va considérer que l'un est plus faible que l'autre, que l'un est plus auteur que l'autre, et sans jamais se dégager de cette dualité-là. Et en fait, il y a une espèce de mise en miroir des travailleurs sociaux avec la situation à laquelle ils sont confrontés. C'est-à-dire, oui, madame, ça a été dur, vous vous rendez pas compte, et une négation quasi de ce qui a pu aussi se mettre en mouvement du côté du papa. Mais je vous rejoins, effectivement. Après, il y a des explications. Vous êtes sur quand même un secteur extrêmement féminisé. Voilà, c'est-à-dire que le transfert, un travailleur social femme va pas forcément avoir la même posture qu'un travailleur social homme, même si je vais faire hurler plein de gens, parce que c'est lié avec une forme de schéma de pensée qu'ils ont sur les rôles des uns et des autres. Et de toute façon, si vous voulez, si on extrapole et si on va jusqu'au bout, la question des violences conjugales nous concerne qu'au niveau des effets sur l'enfant. C'est-à-dire que la violence entre un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, c'est une histoire d'adulte qui doit être traitée au niveau des adultes par la justice. Nous, on doit pouvoir en dire quelque chose. Mais on n'est pas là pour dire, nous, on est là pour ramener, pour expliquer à l'enfant qu'il a probablement été témoin de scènes compliquées, violentes, mais on n'est pas là pour dire qui a fait quoi. Et ça, c'est un principe qu'il faut rappeler. C'est-à-dire que nous, on doit prendre en compte le traumatisme qui est maintenant reconnu des violences conjugales au sein du foyer, mais en direction de l'enfant. Et en fait, ce que vous décrivez, c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est-à-dire tout d'un coup, le travailleur social qui se perd sa mission et qui vient en soutien à un parent pour l'accompagner, parce qu'en plus, l'avantage, c'est qu'on a l'impression que ça produit des résultats visibles, et se rassurer dans sa mission. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir agir sur l'enfant, donc on pense qu'on va agir sur la mère, et qu'il va y avoir des choses qui vont se remettre en place. Mais effectivement, je vous rejoins, on est très en retard par rapport à la place du père, surtout avec les évolutions actuelles de la société. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, on va rappeler aux gens que Maître Hamas sur cette antenne, Maître Hamas, avocat de Marseille, qui a participé dans la création de plusieurs lois, notamment l'an dernier, la non-séparation des fratries, c'est lui, il y en a 3 ou 4, et il est très actif dans le domaine de la protection de l'enfance, nous disait qu'un tiers des placements actuellement étaient dus à des conflits parentaux, et le deuxième tiers était dû à des victimes de violences conjugales, où on reprochait très souvent à la mère de s'être fait frapper, tabasser devant l'enfant, et donc de n'avoir pas su protéger l'enfant des violences qu'elle subissait elle, et que ça entraînait derrière des placements. Donc il n'y a pas que le problème de la place du père dans l'intervention des services sociaux, il y a peut-être... Alors on va enchaîner sur cette partie, là, quand les services sociaux sortent de leur mission. Moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'à chaque fois que je parle à un travailleur social qui a été formé, qui est passé par l'IRTS, qui a une certaine expérience, un parcours, on est toujours d'accord.
on arrive toujours à discuter, y compris dans des situations qui peuvent être très complexes. Mais à tout ceci se mélangent des militants, des anciennes victimes, des bénévoles parfois dans l'association, des gens qui ont eu des parcours un peu particuliers. Et là, on a beaucoup de plaintes. On a beaucoup de plaintes quand les services sociaux sortent de leur mission. Oui, oui. Alors, je suis par ailleurs formateur depuis une vingtaine d'années dans les IRTS et je vous rejoins. Bon, il y a eu une réforme de la formation des travailleurs sociaux qui n'est pas forcément une réforme, à mon sens, heureuse, qui avait pour but surtout de s'adapter à l'Europe et donc de rentrer dans le système licence master doctorat avec moins de présence sur le terrain. Effectivement, le choix de ce type de profession, on le dit, vous l'avez déjà entendu, j'imagine, n'est jamais anodin. C'est-à-dire que vous avez généralement des gens qui ont, un peu moins maintenant, mais vous avez des gens qui sont soit dans une idéalisation complète de la profession, soit effectivement qui viennent avec leur propre vécu. Et là où, pareil, il y a des pistes d'amélioration à faire, c'est qu'il faut permettre, et ça, il n'y en a pas suffisamment, ce qu'on appelle des temps d'analyse de pratique. C'est-à-dire non plus, finalement, qu'est-ce que me propose le parent, mais qu'est-ce que ça me renvoie à moi? Qu'est-ce que ça fait agir chez moi? Qu'est-ce qui me permet de dire, ou en tout cas, qu'est-ce qui m'autorise à dire qu'un parent victime de violence n'a pas été en capacité de protéger son enfant? C'est-à-dire, à quel moment mon histoire, l'histoire de mes proches, des lectures effectivement parfois militantes, peuvent avoir, de fait, des répercussions sur ma pratique et générer des pratiques discriminantes. On le voit dans la façon de recevoir les gens. Une mère qui se présente pas au premier rendez-vous, elle va avoir un deuxième courrier, un troisième courrier. Un père qui se présente pas n'aura qu'un courrier. Il veut pas venir. On le voit effectivement dans ce que vous décriviez, à savoir, madame, vous n'êtes pas capable de protéger votre enfant, qu'est-ce qui nous permet de dire ça? C'est-à-dire que quand un parent, parce qu'on peut prendre le problème complètement à l'inverse, quand un parent prend des coups, c'est peut-être justement pour protéger son enfant des coups du parent. Ça peut aussi. C'est-à-dire qu'on va trop vite. On est dans une pensée qui est souvent binaire et dogmatique. Et c'est là où moi j'attire l'attention aussi de tout ce système de formation des travailleurs sociaux. C'est-à-dire que ces personnes puissent déjà se dégager des positions dogmatiques et des positions... C'est-à-dire qu'au travail, on n'est pas là, on ne se présente pas en tant que militant. On se présente en tant que professionnel de la protection. Voilà. On ne porte pas de la doctrine, de l'idéologie, de la politique. Non, on n'est pas là pour ça. Oui. Alors, moi, je suis arrivé, alors c'est une parenthèse, une fois dans un service où il y avait au mur, dans les bureaux, des affiches de vagin. Fier d'être une femme. Voilà, c'était ce qui... Bon, je me suis interrogé sur qu'est-ce qui fait qu'un travailleur social est autorisé ou s'autorise, il y a les deux, parce que la hiérarchie, à mon sens, doit intervenir, et vient comme ça placarder sur ces murs des positions. Ça ne m'aurait pas venu à l'idée, moi, d'aller poster mes parties génitales sur un mur pour dire que je suis fier d'être un mec. Je crois que ça aurait été très mal pris. Mais le problème, c'est que si on avait fait ça, on serait immédiatement convoqué. Ouais. C'est très convoqué. Donc oui, vous avez comme ça. Mais vous savez, il y a plein de réseaux un peu souterrains qui existent, qui mélangent justement des bénévoles, des militants, des travailleurs sociaux. Et là, effectivement, le travailleur social, lui, perd sa neutralité parce que finalement, le discours qu'il entend est un discours qui est très orienté. Et en plus, il pense que ça peut lui permettre l'économie de lecture ou de formation annexe. Donc, en fait, ça, je vous rejoins. Et actuellement, c'est assez massif, c'est ça en fait. Vous avez comme ça une forme de position où les violences conjugales nous envahissent, en termes de protection de l'enfance. C'est-à-dire qu'on est passé, moi je l'ai vu en 25 ans, à de la maltraitance avérée, vraiment avec des enfants très abîmés, violentés physiquement, violentés psychiquement, à une violence qui s'exprime dans le milieu familial différemment.